Et nous revoilà en direct. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Je suis Thomas Tressac, je suis à l'innovation RSE. Vous nous voyez, mais nous, on vous voit pas, mais on peut communiquer avec vous. Salut Florian, via le chat, justement. On pourra répondre à toutes vos questions en live. Et je suis ravi de participer 7 heures avec mes invités sur ce webinaire RSE pendant 1 heure avec vous, où nous allons traiter effectivement du thème de l'alimentation locale. Comment se nourrir demain et quelles solutions face à la décroissance énergétique. Bon, il ne vous a pas échappé qu'il y a un gros débat sur le blé et les céréales depuis la crise en Ukraine, qu'on a toujours des questions sur l'origine un peu de plus en plus de nos... Non. Oui, sur l'origine un peu de nos... Enfin, on a vu avec la pandémie que de plus en plus de gens cherchaient des circuits courts pour s'approvisionner. On aura quelques illustrations. Et puis, je pense que Mathias pourra témoigner aussi, avec nos experts, de ce monde de l'agriculture qui est un peu chamboulé par ces questions auxquelles Orange participe et réfléchit. Voilà, donc sans plus attendre, je vous propose déjà de... Bonjour Jean-Jacques, bonjour Tayo Layel, bonjour Nathalie, bonjour, bienvenue, donc vous pouvez vous poser vos questions. Alors sans plus tarder, comme le temps est assez pris, on va faire un petit tour des experts qui nous accompagnent. Marion. Oui, bonjour, je suis responsable RSE dans une direction qui développe des produits B2B et je suis chez Orange Innovation. Merci Marion. Mathias. Oui, bonjour, donc Mathias Herman, je travaille chez Orange Business Service et je suis en charge d'une verticale Smart Agriculture. Comment accompagner les entreprises et les agriculteurs dans cette transformation numérique de leurs activités. Emmanuel, au milieu de tes radis et choux-fleurs. Voilà, bonjour à tous, effectivement. J'ai planté des trucs dans mon jardin il y a 3 semaines, mais je n'arrive pas du tout à ce genre ce résultat de culture, voilà, de résultats. Donc moi, je suis Emmanuelle Temkin et je suis directrice innovation et RSE à la direction entreprise France, qui est le B2B en France d'Orange. Tu me fais penser, du coup, en parlant de graines, qu'on a fait une initiative dans le cadre de la pépinière RSE de partage de bonnes pratiques. Et apparemment, planter des graines, ça fait aussi partie des partages d'expériences qu'on peut avoir avec... on a planté des arbres avec Écoterie, mais on a aussi planté des graines. Voilà. Et sans plus attendre, je te redonne la parole, Emmanuel. Tu as quelques éléments à nous partager. Ouais. Voilà. Alors, pour le premier slide, ouais, en fait, donc nous, ce qu'on voulait, en tant qu'Orange travaillant sur la RSE, on s'est posé quel sujet pouvait être important. Donc, vous allez voir, on s'est basé sur c'est un schéma de carbone 4 dans un document qui s'appelle Faire sa part, où vous avez l'empreinte carbone moyenne d'un Français. Donc, je vous le redis, hein, c'est entre 10 et 12 tonnes. Donc là, on est à 10,8 tonnes. Et on voit qu'il y a 2,9 tonnes sur la mobilité, 2,9 tonnes sur le logement, tout ce qui est achat de biens, donc 2,1 tonnes, et l'alimentation est 2 tonnes. Donc, et ensuite, il y a tout ce qui est service public. Et ça ne vous a pas échappé, pour atteindre le niveau des accords de Paris, et côté Orange, c'est important pour nous car on est complètement en phase avec, enfin ça fait partie de nos objectifs, hein, quand on dit... atteindre la neutralité carbone ou être net zéro carbone en 2040, c'est vraiment être en lien avec les accords de Paris. Donc, il faut qu'on diminue aussi notre empreinte pour passer de 10 tonnes mythes en moyenne à 2 tonnes. Donc, ça, c'est pour un Français. Mais la question se pose, qu'est-ce qu'on peut faire sur ce sujet-là? Alors, si on prend toujours le prisme individuel, et on continue sur ce schéma de carbone 4, faire sa part, on voit qu'il y a des premières actions qui sont, qu'est-ce qu'on peut faire en tant qu'individu, et on voit que changer son régime, eh bien, ça peut être tout de suite une action qui a une importance énorme. Donc, typiquement, un régime végétarien permet de baisser, donc là, c'est les tonnes de CO2 par personne et par an, donc ça baisse d'1 tonne 12 directement. Donc, si vous aviez un régime... alors pas flexitarien, parce que ça généralement c'est quand on est végétarien et qu'on fait attention, enfin on essaye d'être végétarien le plus possible, mais si vous aviez un régime à peu près habituel dans la moyenne des Français, eh bien du coup de passer à un régime végétarien, ça vous fait
baissé d'1,12 tonne, donc c'est énorme. Ensuite, donc tout ça, c'est des moyennes en plus. Hein, donc, il y a tout ce qui est vélo pour les trajets courts, ça va vous aider aussi. Toute la partie mobilité, hein, on l'a vu. Le covoiturage, ne plus prendre l'avion. Alors, ensuite, j'arrive même pas à lire parce que c'est en dessous. Toc, toc, toc. Il y en a qui peuvent m'aider. Moins de vêtements neufs. Moins de vêtements neufs. Manger local. Donc, encore une fois, la partie alimentation. Tout ce qui est thermostat, donc là en ce moment il fait super chaud, donc mais pas mettre la clim par exemple dans l'autre sens. L'électroménager, l'high-tech d'occasion, le zéro déchet arrive ici, et puis tout ce qui est logement, les LED, enfin changer les ampoules. Donc ça c'est ce qu'on peut faire par des gestes individuels et on voit que la partie alimentation c'est vraiment un des premiers sujets qu'on peut faire en tant qu'individu. Et puis quand on voit l'ampleur de ce qu'il y a à faire, c'est vrai qu'avoir se dire que directement on peut agir et en commençant, peut-être pas à la minute près, mais on va dire dans les 3 heures qui suivent pour le prochain repas, du coup c'est encourageant, on a l'impression qu'on peut faire quelque chose. Ensuite, effectivement, dans la suite du document, il y a tout ce qu'on peut faire avec des actions héroïques. Donc c'est ce qu'on a vu avant, hein, des actions héroïques hors investissement, c'est-à-dire je change. Alors est-ce qu'on est un héros quand on devient végétarien ? Je sais pas. Moi, il y a mes copains. Alors, j'ai passé mon visa égalité pro, hein, où on a un objectif de 90% chez Dev. Donc, mes amis masculins, mes collègues masculins me disent arrêter la viande, c'est trop difficile. C'est comme arrêter les chaussures pour les femmes. Donc, voilà. Donc, il y a peut-être de l'héroïsme à arriver à un régime végétarien. Et puis, tout ce qu'on a vu sur la mobilité avant, les biens et services, le logement, enfin, tous ces petits gestes, ça fait quand même que de 10 à 20% de ce qu'on pourrait faire. Et il reste une grosse partie pour arriver des 2 tonnes. Vous voyez les gros paquets gris, là, je passe de 10 tonnes 8 à 2 tonnes. Une grosse partie qui est justement comment est-ce qu'on va faire. Et donc, généralement, alors c'est un peu le triangle de l'inaction, mais qu'on peut transformer en triangle de l'action. Souvent, on se dit, mais c'est pas ma faute. Si moi, j'ai un style de vie comme ça, c'est parce que les entreprises sont comme ça. Et les entreprises vont dire, oui, mais c'est l'État. Donc, il y a ce triangle de l'inaction, justement, qu'on veut dépasser en regardant tout ce qu'on peut faire au niveau des États, mais au niveau des entreprises. D'où l'idée de vous proposer, alors c'est la première fois qu'on va aller dans ce thème-là, de vous proposer ce thème-là sur la RSE, l'alimentation et qu'est-ce que peut faire Orange là-dedans. Et peut-être qu'on va trouver des idées qui pourraient être complètement individuelles, faire des choses, après tout, dire à ses collègues qu'on est végétarien, c'est puis si c'est un acte d'héroïsme et qu'il y en a d'autres qui tentent pas le pas, ça peut être une action. Et puis peut-être que Orange aussi, en tant qu'entreprise du numérique, a aussi des solutions sur cette partie agriculture. Excuse-moi, Emmanuel. Ouais. On va prendre deux petits commentaires aux questions de nos membres dans le chat, nos participants dans le chat. On a Valérie Chilot, que tu connais, de l'AERM, la Euroméditerranée, qui nous dit que l'alimentation semble être assez facile à adopter, à avoir des gestes un peu plus vertueux ou des changements de... Oui, alors, effectivement, c'est vrai que... Alors, c'est facile et pas toujours, c'est-à-dire que ça commence à venir dans les mœurs. Ce qu'on a vu, c'est que, et alors c'est marrant parce que c'est Valérie qui propose ça, c'est plus facile effectivement pour la gent féminine que la gent masculine, d'après les retours qu'on a eus. Quand on fait les ateliers, je calcule mon bilan carbone, chaque personne est amenée à donner des actions qu'elle se propose de mettre en place. Et effectivement, tout ce qui changer son régime alimentaire semble plus simple et en tout cas plus cité souvent par des personnes féminines. Ensuite, les flexitariens, c'est ce que j'appelle aussi moi parfois les végétariens invitables, c'est-à-dire que quand ils sont dans un endroit où il y a un peu de viande, ils vont quand même participer au repas avec tout le monde, on va dire. Voilà, donc c'est pas... ça peut être des débats de société, qu'est-ce qui est facile, qu'est-ce qui est difficile, mais c'est vrai que plus il y a de gens. Alors Thomas, tu dis la viande c'est une éducation. En plus c'est vrai qu'il y a pas mal de choses régionales quand on est aussi dans des familles ou dans des régions où il y a beaucoup d'élevage, quand on est dans le sud-ouest avec le foie gras. Puis ça fait partie de la biodiversité aussi, d'avoir des Alors, animaux. pas vraiment. C'est-à-dire que la biodiversité, en fait, là, justement, bio, oui, pas toujours. Souvent, les bœufs qu'on mange en steak ne sont pas toujours bio.
Et diversité, pas du tout. Il y a très très peu justement d'espèces, et en revanche, 80% des surfaces cultivables sur la Terre sont quand même pour l'agriculture, pour faire pousser du blé, du maïs, du soja pour les animaux. Et ensuite, du coup, il y a zéro biodiversité, que ce soit dans les plantes ou dans les animaux, hélas. Donc, si on regarde un peu ce schéma pour voir si on change de régime alimentaire, qu'est-ce qu'il y a? Alors là, c'est le nombre de kilos de CO2 par kilo de nourriture. Donc, en gros, si je fais un steak de 100 grammes, donc steak de 100 grammes, c'est vraiment les plus petites parts qu'il peut y avoir dans les McDo, par exemple, avec de l'élevage. Alors là, je ne sais pas si vous avez vu, en plus, aux États-Unis, il y a eu 2000 vaches. Alors, les photos, on n'a pas choisi ces photos-là, parce que… Et on a une question, Emmanuel, de Nathalie Delabarre, la part du poisson dans ce domaine. Ah oui, on aurait pu vous montrer la partie poisson aussi. Mais je continue sur la partie viande, et notamment bœuf d'élevage qu'il y a aux États-Unis. Donc 2000, si vous imaginez, avec les canicules, 2000 vaches, toutes les quatre pattes en l'air. Donc il y a plein de photos là-dessus. C'est quand même impressionnant. Donc pour un steak de 100 grammes, vous êtes à 9 kg de CO2. Donc c'est quand même énorme. Le mouton… un petit peu moins, donc on va dire, allez, 100 grammes, ça va vous faire les 4 kilos. Ensuite, il y a tout ce qui est bœuf de vache laitière, c'est-à-dire qui devient de la viande, mais après avoir produit du lait. Les crevettes. Alors, le poisson, où est-ce qu'il est, le poisson, ici? Il n'est pas mis. Alors, il faudra que je vous en donne un où il y a le poisson. Mais alors, on voit le fromage qui est lié aussi à tout ce qui est bovin. Le porc, alors il y a des gens qui… Tu mets même les légumes, les tomates et les fruits et légumes, tu les mets aussi. Bah oui, et on voit que ça fait beaucoup moins. Alors il y a aussi ce qu'on appelle les climate carnivores. Ça veut dire que c'est des gens qui continuent à manger de la viande, mais ça va être des animaux à deux pattes. Donc typiquement tout ce qui est poulet, alors même si tout ce qui est élevage, alors… Là, on regarde que la partie CO2, il pourrait y avoir le bien-être animal, il pourrait y avoir la biodiversité, comme tu dis, mais… Voilà, en tout cas, l'aspect carné est assez gros. Les œufs qui sont liés aussi. Et donc, dès que vous devenez alors carrément vegan, du coup, là, être sous les 2 tonnes, ça paraît tout de suite beaucoup plus facile. C'est-à-dire votre alimentation, globalement, sur l'année, vous allez faire 300 kilos de CO2. Donc, vous allez être… vraiment en deçà des 2 tonnes. Donc, il vous reste un petit peu des 2 tonnes de votre quota pour avoir un logement, pour pouvoir être chauffé, pour pouvoir s'acheter une paire de chaussures. Je dis ça parce que généralement, les gens qui font du zéro déchet, le plus difficile, c'est la partie chaussures. Mais dans le témoignage, on a suivi Siora, qui nous dit « Facile de passer du lait écrémé au lait végétal. J'ai fait cette bascule suite à un atelier 2 tonnes. » Un atelier co-frugal, je pense. Ouais, effectivement, ça c'est aussi un super truc. Les ateliers 2 tonnes, comme les ateliers « Je calcule mon empreinte carbone », c'est comment trouver des solutions. Et effectivement, quand vous voyez… hop, j'ai perdu les slides. Mais on voyait ensuite la partie… ça marche. En tout cas, la partie… les gens qui se disent « Ah mais non, il ne faut pas que je boive du lait de soja, c'est ça qui pollue la planète. » Mais non, le soja que vous buvez, ce n'est pas le soja qu'on voit qui est planté partout. C'est celui qui est planté partout, comme je vous le disais, à 80%. C'est pour nourrir les animaux qu'on va manger après. Je vois qu'il y a aussi le surplus à distribuer avec les voisins. Ça, c'est des super trucs. Oui, c'est… il y a pas mal de… pas facile, effectivement. En fait, ça a pas mal réagi. Et pas mal, flexitarienne, effectivement. Il y a des restaurants qui font encore des drôles de têtes ou qui vont nous donner juste les légumes. Donc, c'est pas évident. Et poisson, j'ai noté, je vous donnerai de l'information là-dessus. Alors, il y a Bénédicte Renaud qui reprend ton terme végétarien invitable, qui la choque un peu. Oui, je suis désolée, c'est moi qui dis ça, parce que, en fait, je pense à mon frère, en fait, qui est végétarien depuis très longtemps, et quand on fait les dîners de Noël avec… à la maison, voilà. Mais parfois, c'est ma maman qui dit ça. Mais est-ce que tu vas devenir un végétarien invitable? Mais voilà, c'est à l'intérieur de la famille. Vous inquiétez pas, je dis pas ça aux autres.
Voilà. Après, il y a une initiative donc de Karl Tiao Layel qui dit qu'il a voulu faire un jardin potager sur un site d'Orange et il est à 4 ans, mais ça attire pas beaucoup d'adhérents. Donc peut-être qu'aujourd'hui, ça serait mieux. Eh ben, il faut s'y remettre. Donc il y a quelque chose, Ouais. on parlait des pépinières RSE, là on est en train de faire la pépinière de Bridge, où sur Bridge, eh bien, on veut faire des jardins au-dessus. Donc je pense que, alors effectivement, hein, quand on est en ville, il y a toute la problématique de la pollution. Est-ce qu'on va pouvoir consommer ce qu'on fait pousser? À Paris, moi je sais que, vous savez, vous pouvez adopter un arbre et mettre des petites plantations autour. On enlève les grilles et puis vous pouvez... Mais si vous mettez des légumes, bah, on vous dit que vous n'avez pas le droit de les manger. Bon, en tout cas, ça apprend quand même à faire un jardin potager. C'est pas si facile. Voilà, donc c'est déjà bien de le faire. Ouais, vous pouvez faire ça. Et dans l'initiative, il y a aussi des ruches. Enfin, nous, on a goûté le miel de certains sites sur les ruches. Et le miel, voilà, ça repollinise et le miel est excellent. Je parle à Stadium. Tu dois connaître, Mathias, il y a du miel qui est excellent, qu'on propose et chacun peut venir entretenir les ruches et tout ça. Et c'est une bonne initiative. Vous pouvez également, dans les initiatives, décider de faire qu'on appelle ça une journée de nettoyage, un climate days, enfin voilà, aller tous ensemble nettoyer un site ou un espace, voilà, c'est des petits gestes verts. Mais je pense qu'effectivement, dans la logique de ce que dit Emmanuel et tout ce qu'on vit, c'est qu'il y a, suite à la pandémie, il y a une prise de conscience et il y a une volonté d'agir collectivement en cette faveur, quoi. Et en tout cas, tu as fait pas mal réagir, Emmanuel, sur pas de réseaux sociaux, sur notre public chat particulier. Et on a Florian Boucher, qu'on salue aussi, qui nous dit que 80% des surfaces agricoles du monde sont cultivées pour nourrir les animaux d'élevage. Là c'est plus la partie de Mathias, qu'on verra tout à l'heure. Voilà, et sur les jardins en ville ou sur les bâtiments, oui. On accompagne une start-up de Marseille qui s'appelle Agrove et qui fait des bacs connectés justement pour suivre à distance des cultures dans des jardins, sur des terrasses. D'accord, donc ça permet de surveiller sur les toits de Paris, par exemple, ou les grandes villes. Ouais. Et de reverdir des parties de villes et d'accompagner du reverdissement sur des zones qui sont pour l'instant en béton. Voilà. En tout cas, tu as Karl qui est partant pour se former dans le domaine agricole. Donc, si tu veux l'aider, Mathias. Eh bien, ouais, on avait déjà fait, en tout cas, on avait déjà fait des webinaires ou des conférences sur le sujet de l'agroécologie. Mais c'est vrai que ça pourrait être un truc à lancer si vous êtes partant. Nous, on est partant. C'est vrai que il faudra le faire en physique, c'est vrai, parce qu'en digital, ça doit être pas facile de faire pousser en digital. Ça se mange pas encore. Voilà sur mon sujet. Voilà. On va prendre une dernière question, puis on va passer à Marion pour des témoignages. Juste si vous avez besoin d'infos sur l'agroécologie, en ce moment, j'ai une stagiaire qui sort d'AgroParisTech. Donc, si vous avez des questions sur le sujet, vous pouvez me les envoyer, je les redirigerai. Super. Écoute, on est partant pour organiser avec elle plutôt des formations sur la partie permaculture. Donc, on a quelque chose sur Orange Learning. Si tu cherches permaculture, normalement, tu dois déjà trouver quelque chose, Florian. Mais effectivement, avec ta stagiaire, Mathias, on pourra lancer quelque chose. Moi, je suis partante. Et ParisTech, c'est pas là où les étudiants ont fait une remise de diplôme un peu particulière récemment avec la grande émission. Il y a eu aussi HEC récemment. C'est bien. Disons que voilà, ça bouge un peu, ouais. J'espère juste qu'ils prennent pas l'avion pour partir en vacances. Pour que ce soit pas voilà, faut être cohérent, quoi. Voilà. Voilà. Alors, j'avais une dernière question, Emmanuel, pour toi, Jean Fragné. Pomper la nappe phréatique pour l'agriculture n'est-il pas aussi un problème, ou peut-être Mathias, car la vapeur d'eau est aussi un gaz à effet de serre. Ouais, tout à fait. Alors, c'est pas forcément que la vapeur d'eau est un gaz à effet de serre, c'est-à-dire que l'eau, ensuite, quand elle part en vapeur, tu l'as. Parce que dans le cycle de l'eau, le problème, c'est pas la partie gaz à effet de serre, même si ça peut le devenir aussi, parce que le cycle de l'eau, il est hyper rapide, c'est-à-dire qu'il va être de l'ordre d'une semaine, alors que la problématique des gaz à effet de serre, autre que la vapeur d'eau, c'est leur temps de vie, la demi-vie d'une molécule de CO2, c'est une centaine d'années. Donc, tout le CO2 qu'on émet aujourd'hui, il en restera la moitié dans 100 ans.
il en restera 20% dans 1000 ans et 10% dans 10 000 ans. Donc, c'est ça le gros problème des gaz à effet de serre qui restent par rapport à l'eau. Mais sinon, tu as tout à fait raison que le problème de la nappe phréatique, c'est qu'on va prendre de l'eau et puis ensuite, elle va tout de suite être évaporée. En fait, il y a une efficacité qui est moindre et l'eau ne va pas dans les sols. Ouais. Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Mais on y travaille aussi. Du coup, on y travaille avec des champs d'agriculture et certaines coopératives. En fait, il y a des contraintes très très fortes hydriques ça fait plusieurs années qu'il y a une baisse significative des réserves en eau en France. Aujourd'hui, il y a des alertes, il y a même des contraintes dans certaines régions en France où les agriculteurs ne peuvent plus irriguer. Donc, c'est une catastrophe, évidemment, pour leur activité. Ceci étant, ils ont quand même conscience qu'ils doivent changer de culture pour arrêter d'avoir des cultures du type maïs pour élever le bétail, pour nourrir du bétail, puisque c'est pratiquement 100% de cette activité en France, en tout cas, et qui est une culture qui est très, très gourmande en eau et qui demande beaucoup de chaleur. Donc, c'est une culture qui n'est pas du tout adaptée ou très peu adaptée à notre contrée, à notre climat. Donc, il y a vraiment des fortes remises en question et elles sont d'autant plus aujourd'hui, disons, dans leur priorité puisqu'ils sont au bord du mur. Donc, j'espère je pense qu'ils vont prendre cette direction puisqu'on est dans un environnement quand même à la fois de contraintes, on va dire positives, qui sont émises par la gouvernance européenne, sur le Green Act, sur le Data Act, sur la nouvelle PAC, et qui imposent maintenant, proposent, et dans le but d'imposer quand même, une prise en compte de l'environnement dans leur activité. Enfin, en tout cas, plus forte. Ils sont dans la grande... des interlocuteurs avec qui je peux échanger sur ces sujets, ils sont tous très conscients et très proches de l'environnement. Mais voilà, il y a des pratiques à faire changer, des évolutions à faire, et ils sont en train de les faire. Mais il faut quand même aussi, pour eux, une survie économique et sociale dans cette activité. Merci Mathias. On a une question, mais peut-être tu reviendras juste après, puisque Marion, on l'a pas encore entendu. Je vais peut-être passer à Marion, mais tu as une question sur l'utilisation, le système des Zoya, je connais pas, pour l'irrigation des légumes et arbres fruitiers. Et tu la gardes pour tout à l'heure, on enchaîne avec Marion et tu reviens dessus. Merci Mathias. Marion, à toi. Oui, bonjour. En fait, moi, je suis allée regarder un petit peu les initiatives citoyennes et alors liées plutôt aux grandes villes. Alors, comme je vis à Paris, c'est plutôt une expérience, on va dire, parisienne et de ce que j'ai pu voir à Paris. Parce que se nourrir, on se dit consommer local, il y a des circuits courts, mais Paris, c'est beaucoup de monde et beaucoup de citoyens et on n'a pas les terres cultivables très proches suffisantes pour alimenter tout le monde. Donc, il y a quand même des initiatives qui existent pour rapprocher le consommateur des producteurs. Alors, Mathias l'a évoqué et Emmanuel aussi, on a les fermes urbaines, donc sur les jardins il y a des jardins qui sont créés sur des toits. Alors, on en a porte de Versailles, on en a aussi porte de la Chapelle. On a des légumes et des fruits qui sont cultivés hors sol et vendus en circuit court. Donc, ça, on a des initiatives comme ça. On a aussi des initiatives donc, comme les AMAP. Alors, je pense que tout le monde connaît les AMAP qui sont pour le maintien de l'agriculture paysanne et puis qui favorisent une agriculture aussi biologique et qui met un lien direct entre paysans et consommateurs. Donc, qui n'a pas déjà été acheter son panier de fruits et de légumes via une AMAP. Il y a aussi d'autres initiatives. Par exemple, pour rapprocher le consommateur du producteur, l'association Le Marché sur l'eau à Paris offre la possibilité d'acheter des fruits et légumes qui viennent d'Île-de-France, de moins de 100 km, et en plus qui viennent par bateau, via le canal de l'Ourcq.
Donc, on essaie voilà, de faire baisser au maximum l'empreinte carbone, même quand quand les fruits et légumes viennent d'un petit peu loin, de les faire venir par bateau. On a aussi des entreprises de l'économie sociale et solidaire comme Quel Bon Goût ou aussi La Ruche qui dit oui, qui proposent des produits frais locaux à des prix accessibles. Alors, c'est pas toujours du bio, mais au moins, c'est du local. Et puis, ça peut être implanté dans des quartiers mixtes, populaires, et ça permet de soutenir des petits producteurs et que tout le monde puisse manger à peu près, enfin sainement, on va dire, et puis des produits locaux, quels que soient ses revenus. De là, je voulais passer aussi au gaspillage alimentaire parce qu'on dit que c'est compliqué de nourrir en fait tout le monde, mais on ne se rend pas compte qu'on a 10 millions de tonnes d'aliments qui sont gaspillés tous les ans. Déjà, au niveau de la production de l'agriculture, on a pratiquement la moitié des aliments qui ne vont pas plus loin qu'une fois de la production parce qu'ils n'ont pas la bonne taille, parce que voilà, quelque chose s'est mal passé. Voilà. On a déjà une perte à la base. Dans la grande distribution, on a 2 millions de tonnes qui sont gaspillées, 1,5 million de tonnes dans la restauration et 6,5 millions de tonnes par les ménages. Donc, il y a un vrai travail à faire là-dessus et il y a dans plusieurs domaines des entreprises qui se sont lancées. Alors, dans le côté solidaire, on a par exemple Excellent Excédent qui récupère les surplus de la restauration collective des cuisines centrales et qui le reconditionne et les redistribue en général à des associations type les Restaurants du Cœur pour avoir des repas tout prêts et un prix moins élevé, facile et en général qui est entrée, plat, dessert, quelque chose de sain, de bien construit, on va dire, avec les bons grammages. Donc il y a des associations comme ça enfin pas des associations, des entreprises pardon, qui ont côté restauration collective. Vous avez tous entendu parler de Phoenix ou plutôt Too Good To Go, par exemple à Orange Gardens. Vous pouvez, si vous avez aimé ce que vous avez mangé à la cantine, bien sûr, pour le soir, acheter un panier qui va, voilà, à un prix moins élevé, qui va permettre de réutiliser et puis de ne pas gâcher, ne pas jeter ce qui aura été produit en restauration. Donc, Phoenix, c'est des paniers qui sont connus. Vous pouvez choisir à peu près votre régime alimentaire. Too Good To Go, c'est des paniers surprises. Et donc, on va aller voir des commerçants de quartier, des restaurants, la boulangerie, etc. Et ça va permettre de revendre le surplus de ce qu'ils auront prévu. Donc, on est dans un gaspillage alimentaire et donc lié à la transformation, on va dire. Mais aussi entre particuliers, vous pouvez utiliser des applications comme Give qui permettent d'offrir en don vos denrées que peut-être vous n'avez pas mangé, vous avez acheté trop, vous pouvez faire un don. Et il y a aussi une association qui s'appelle Hop Hop Food qui permet de faire garde-manger solidaire, de partager ce qu'on aurait en surplus dans les frigos avec des personnes qui en auraient besoin. Excuse-moi Marion, on a une recette que je connais pas de Emmanuel, le chutney. Je connaissais le four vito où on met tous les restes, mais je connais pas le chutney. Tu veux commenter en fait, c'est un truc que moi j'ai eu en conférence par Orange quand on était en confinement. Il y avait une cuisinière qui faisait des conférences et donc c'est comme ça que j'ai appris. Donc on prend des fruits et des légumes qui sont un peu gâtés, sinon ça vaut pas le coup. Et en fait c'est comme une espèce de compote qui est mais salée. Donc on fait cuire avec du vinaigre, du sucre. Alors je sais plus, je crois qu'au départ on fait un peu revenir les oignons pour qu'ils soient, je sais pas comment on appelle ça là, caramélisés avec le sucre et ensuite avec du vinaigre. Et puis il y a plein d'épices dedans. Donc du coup on peut les mettre en bocal aussi et ça fait vraiment un super accompagnement de pâtes, de riz. Où mon fils, moi, il les mange en dessert. Voilà. Je comprends.
Et ça va faire une petite transition sûrement sur ce que va nous raconter, de ce dont va nous parler Mathias. C'est sa gestion des surplus se développe et existe aussi dans le milieu agricole. On a des entreprises qui sont spécialisées dans l'invendu agricole et donc vont accompagner des entreprises agricoles à gérer leur surplus, soit en faisant des dons, soit en allant voir des clients que ne connaissait pas l'entreprise à la base pour gérer les surplus. Donc il y a ça aussi qui se fait. Et voilà, le gaspillage alimentaire, c'est à tous les niveaux, à la production, à la transformation et chez vous. Et donc, plus on va pouvoir agir sur le sujet, on va avoir des choses. L'estimation de la perte, en tout cas quand on est sur la chaîne de valeur de la ferme jusqu'à l'assiette, c'est qu'on perd à peu près 50% de la production tout au long du parcours. Donc, c'est à chaque étape qu'il y a des efforts à faire pour réduire cette perte et de manger tout ce qui est produit, même s'ils sont un peu abîmés, même s'ils sont pas de la bonne taille, ou s'ils ont une tache. Enfin bon, bref, la liste est longue. Et il y avait la créatrice de l'appli Too Good To Go qui disait acheter les bananes solitaires. Ça paraît bête. Mais dans les magasins, en fait, souvent, les bananes toutes seules, elles ne sont pas achetées. Et donc, du coup, elles ne sont pas vendues. Enfin, elles restent comme ça et c'est du gaspillage parce que les gens, ils veulent leur truc de banane comme dans le régime de banane. Voilà. Donc, il y a des trucs tout bêtes parfois, mais… Marion en parlait, hein, dans les supermarchés ou les grandes surfaces, les produits, les fruits et légumes sont calibrés, sont dimensionnés. Donc, on ne met sur l'étalage que les produits qui se présentent bien. Si vous avez une malformation, vous n'avez aucune chance de vous retourner sur les rayons. Et du coup, c'est des produits qu'on retrouve dans les AMAP dont tu parlais, Marion, et tout ça. Après, moi, j'ai une petite question pour Mathias. Je m'interroge, mais est-ce qu'on a les moyens d'être autonome pour nourrir tout le monde ou est-ce que c'est si simple que ça, en fait, le circuit alimentaire, agricole Est-ce qu'on a les moyens d'être autonome Tu parles d'autonomie. On a la chance d'avoir un pays qui est en production excédentaire, mais qui s'est orienté sur des productions un peu plus spécifiques et on a perdu. En ce moment, on est en train de revivre, je cite un exemple, mais on est en train de revivre on essaie de faire revenir la production de cornichons. Pour juste vous donner cet exemple, il y a 90% des cornichons qui viennent d'Inde aujourd'hui en France. C'est aberrant, évidemment, entre l'empreinte carbone, voilà, tout ce qu'on peut imaginer. Mais évidemment, c'est lié pour l'instant, à une histoire de prix marché, mais il y a de plus en plus d'agriculteurs qui se relancent dans cette fabrication en circuit court pour valoriser, évidemment, plutôt des formes de peau de cornichon plutôt que du cornichon en quantité à la tonne. Non, mais on voit revenir des pois chiches, tout un nombre de cultures, des bambous, je vous assure, hein, même dans des plaines de l'Île-de-France. Donc, ce sont des prises de conscience déjà assez fortes. Et pourquoi on importe et on exporte en permanence? Alors, c'est une raison d'économie de marché, comme tu le dis ou... Oui, principalement. Oui, aujourd'hui, oui. Ce sont des équilibres économiques et des choix politiques. Tout ce qui est industriel, en fait, dès que tu vas faire en quantité, c'est quand même plus simple. Tu as besoin de moins d'investissement. Hein. Tu vas avoir besoin que d'une seule machine. Et puis ensuite, tu distribues. Donc, c'est lié. L'embêtant, c'est que c'est lié effectivement dans un monde où il y a énormément d'énergie, énormément de pétrole, et donc on peut distribuer partout. En fait, il y a des habitudes qui sont prises. C'est pas aussi simple. En fait, on va trouver voilà, une grande variété de méthodologies, de pratiques, et il n'y a pas deux camps. Il y a des milliers de camps. C'est beaucoup plus divers qu'il n'y paraît et beaucoup plus complexe parce qu'il y a de très très bons agriculteurs qui font de la production intensive en respectant leur sol,
en réduisant leurs produits chimiques, etc. Donc, qui vont vers cette tendance-là. Et on a des agriculteurs bio à l'autre extrémité qui polluent leur sol. Donc, on a tous les cas de figure, et voilà, ce que je dis est caricatural. Mais de toute façon, le secteur a besoin de cette transition et veut s'appuyer sur le numérique, justement pour les accompagner, pour être accompagné. Et pas uniquement la 5G, parce qu'elle ne va pas arriver dans le monde rural demain, même si on a des tests, on fait un projet 5G avec le monde agricole, mais c'est beaucoup autour de la donnée. Vraiment, c'est ça qui va être une clé importante, fondamentale, pour récupérer un maximum d'indicateurs, de données venant du sol, de l'air, des animaux, enfin voilà, de toute cette production, et de croiser ces informations avec d'autres données, satellites, météo, et d'améliorer les conditions de production, quelle que soit cette production. Et pour ça, on est très impliqué aujourd'hui dans tout ce parcours qui va, comme je disais, ce qu'on appelle de la fourche à la fourchette. On est impliqué avec un acteur principal qui est la plateforme AgDataHub, qui est une plateforme qui a été créée justement pour partager ces informations. Donc c'est pas un broker, c'est justement de la mise à disposition de toutes ces informations. Donc c'est un vecteur très important. C'est lié aussi à des enjeux de souveraineté alimentaire. Mais quand on parle de souveraineté alimentaire, ça c'est aussi la politique européenne. Mais ça veut dire aussi, ça se traduit par une souveraineté des données. Aujourd'hui, la grande majorité du machinisme agricole est en partie américain, sont des machines qui sont fabriquées aux États-Unis ou en Europe, mais de marques américaines ou de marques allemandes, italiennes, mais qui sont associées à des industriels qui font que toutes ces données sont très vite parties aux États-Unis ou dans les GAFAM, et ça nous pénalise puisque cette massification de données favorise en tout cas du prédictif sur notre propre production, notre propre capacité alimentaire. Donc tout ça, c'est le Data Act, enfin ce sont ces nouvelles gouvernances européennes qui vont nous aider à nous repositionner, en tout cas à repositionner le secteur dans sa souveraineté. Donc on accompagne AgDataHub sur ce sujet, sur la souveraineté. On développe, on co-innove aussi avec eux une partie des fonctionnalités sur le consentement. Donc ça permet d'être un tiers de confiance, justement pour permettre aux sources de ces données de décider avec qui partager ces données, pour qui, pour combien de temps, et de tracer ces partages. Et on est en train aussi de mettre à disposition un développement sur l'identité numérique des entreprises, mais ça, je ne rentrerai pas dans le détail. On a un deuxième acteur qui est dans cette chaîne de valeur, qui est Numalim, qui est la plateforme de données, un peu sur le même modèle, de partage d'informations des industriels de la transformation agroalimentaire, qui souffrent aussi de voir sur le marché l'utilisation d'applications qui mettent à mal ces industriels parce que les informations sont souvent pas complètement justes sur leurs produits, parce que a été récupéré dans des bases de données en open data. Donc, ils préfèrent, eux, mettre à disposition ces informations sur la réalité de leur production ou de leur transformation. Donc, c'est dans cette dynamique-là. Aujourd'hui, le marché, on le voit, a besoin et demande cette transparence. Quand on va chercher, enfin, en tout cas, une partie de ce marché, peut-être pas tout le marché, mais en tout cas, c'est une pression importante sur le marché. Ensuite, on accompagne d'autres exemples sur... en tout cas, je travaille actuellement avec les agences pro-PME d'Orange pour
travailler sur comment accompagner les agriculteurs, quels sont leurs besoins, justement en termes de visibilité, eux aussi dans leur transformation, pour apporter de la valeur à leur production. S'ils veulent gagner en valeur, ils vont essayer de transformer ou de vendre en local. Mais évidemment, ça demande aussi de la visibilité, de la commercialisation, des plateformes, enfin, voilà, des réseaux sociaux ou des campagnes marketing. Et ça, ce sont des services qu'on peut leur apporter, puisqu'ils existent chez nous. Voilà. Un autre exemple, là où on peut interagir et accompagner cette transformation. Mais c'est pour beaucoup compliqué, puisque c'est facile d'avoir 100, enfin, pour un exemple, et d'avoir des hectares d'une production et de les vendre à sa coopérative, par exemple, plutôt que d'en prendre et de vendre au kilo sa production, même en tant que maraîchage. Enfin, ça veut dire quand même que derrière, il change de business model, Mathias, de façon mais souvent, ce sont des transformations qui se font par étapes, pour pas casser non plus ces dynamiques de tester. Ils testent beaucoup, hein, ils sont nombreux à tester, à se tromper, à réessayer. On voit l'arrivée aussi des méthaniseurs, alors moins qu'en Allemagne, mais parce qu'il y a une réglementation aussi beaucoup plus sérieuse en France. En Allemagne, ils sont partis très très vite sur les méthaniseurs, mais ils ont aidé à faire des cultures pour nourrir les méthaniseurs, ce qui est complètement ridicule. Parce que si on produit des céréales, c'est surtout pour nourrir une population et de se servir des déchets végétaux pour nourrir des méthaniseurs. Donc on est beaucoup plus respectueux de ce cycle en France, mais ça demande quand même des investissements importants pour les agriculteurs ou de se regrouper pour pouvoir développer ce type de projet. Mais ça se développe. On pourra peut-être même un jour aller se servir à la pompe à la ferme pour prendre du biométhane, qui peut-être est une alternative un jour au gaz russe. Il y a pas mal de réactions sur le chat, Mathias. Donc Bénédicte qui dit que c'est aberrant, Mathias. Donc elle est assez en phase avec ta remarque. Et il y a Sylvie qui nous dit que vous faites référence aux plateformes telles Yuka. Ouais. Ça te parle ou pas? Bien sûr, oui. Bien sûr. Oui. Il y en a plein, hein. Il y en a une dizaine. Yuka est certainement la plus connue. Ils ont eu 4 ou 5 millions de téléchargements. Mais ça a apporté évidemment justement une pression collective, puisque voilà, 5 millions de téléchargements, je crois, enfin, je n'ai plus le chiffre exact, mais évidemment, l'agro-industrie doit réagir. Ouais. Et qu'est-ce qui fait que Mathias, la marque Les Mousquetaires ont changé 1000 recettes de leur marque, justement pour s'aligner sur les demandes de ce marché. Moins de graisse, moins de graisse. Moins de graisse, moins de graisse. Qu'est-ce qui fait, Mathias, du coup, qu'on ne légifère pas sur cette agriculture intensive industrielle, comme le poulet, les porcs en Bretagne C'est parce qu'il y a des lobbies industriels derrière. Enfin, ça, je joue à la Commission européenne parce que. Oui, bien sûr. Aujourd'hui, il y a des lobbies. Bien sûr, Bien sûr, c'est un environnement qui est quand même. Voilà, les industriels défendent leurs revenus. Ceci étant, la Commission européenne, l'Europe, enfin, pas que la Commission d'ailleurs, hein, toutes les institutions poussent justement pour que la réglementation soit beaucoup plus forte, pas uniquement pour l'agriculture, mais pour toute la chaîne, pour qu'il y ait une réelle qualité de l'alimentation en Europe. Donc, ça, c'est un élément clé qui va nous aider, en tout cas, qui aide tout le secteur, toute la chaîne, pour améliorer cette transition. C'est passionnant. Du coup, Emmanuel, Marion, vous vouliez rajouter quelque chose ou vous vouliez réagir Oui, moi j'avais des références cinématographiques et puis littéraires. Alors effectivement, vous avez vu que Orange en est partenaire
du film Animal. Alors, on avait les droits et puis qui se sont stoppés, puis ça reprendra en septembre. Donc, si vous l'avez pas encore vu sur vos sites, en tout cas, vous pouvez demander à ce que ce soit diffusé. Donc, ça avait été diffusé sur Orange Gardens il y a un certain temps, sur Arcueil il y a environ 3 semaines, je pense, Thomas. Et ça montre, il y a toute une partie, et puis Thomas, tu parlais des lobbies, il y a toute une partie dans ce film où les deux héros vont justement essayer d'interroger la Commission européenne sur l'élevage, la pêche intensive. Bon, je veux pas faire de spoiler, donc vous regarderez. Et puis sur la partie des différents comment dire, personnes qui font de l'agriculture, il y a un livre que j'ai beaucoup aimé qui s'appelle qui a eu le prix Femina, qui s'appelle Nature humaine de Serge Goncourt. Je crois qu'il a eu le prix Femina il y a 1 ou 2 ans, enfin, et où on voit justement deux sortes d'agriculteurs, et puis notamment un qui met plein enfin, qui fait un peu en fait à l'ancienne, quoi, enfin à l'ancienne, on va dire dans ce qui est prévu dans les coopératives, c'est-à-dire qu'il va rajouter plein de pesticides, plein d'engrais, et il pense faire bien, et puis on voit qu'il est pris quand même dans un espèce de cercle infernal où on lui demande toujours de faire plus, et qui se pose pas la question. Lui, il est persuadé que c'est quand même ce qu'il y a de mieux à faire. C'est pareil, je vous raconte pas tout le bouquin qui est mais ça ressemble à une conférence qu'il y a eu à Vivatech, tu vois, Emmanuel, où justement le teasing, c'était est-ce qu'on revient aux chevaux, aux calèches et à vivre comme les Amish, enfin voilà, le facteur de progrès ou évolution, et quel équilibre on trouve entre... Ouais, voilà. C'est vrai. Et je vous ai partagé aussi sur le chat un article, moi, qui m'a beaucoup fait du bien, parce que souvent on dit, et donc moi-même, c'est pour ça, les légumes que j'ai mis derrière moi ressemblent pas du tout à ce qu'il y a dans mon jardin, parce que j'ai essayé de prendre des graines de la granothèque du village, et donc où c'est des gens qui échangent leurs graines. Et en fait, quand c'est des graines un peu comme ça, ben du coup, c'est pas des graines Monsanto, donc ça fait des petites cultures qui peuvent paraître toutes ridicules. Et donc, on se posait beaucoup de questions avec des amis sur comment on ferait, quoi, puisque en revanche, quand on achète des fruits et des légumes Monsanto, bah, vous savez, les graines, on peut pas les replanter, elles vont rien donner, elles ont été faites pour pas donner, ou si jamais ça poussait, il faudrait redonner de l'argent aux gros industriels. Donc ça, c'était quand même, et puis sans mettre d'engrais ni rien, c'était quand même un gros problème de se dire comment est-ce qu'on peut faire pousser, voilà, de manière vraiment durable sur un long terme, quoi, plusieurs générations. Et donc l'INRAE, ils ont réussi à faire pousser sans engrais et sans pesticides. Donc ça, je trouvais que c'était voilà, une bonne nouvelle de la semaine, en tout cas moi, qui m'a fait du bien, que je voulais partager. Et on a Bénédicte de Bordeaux qui demande si ton livre est pas trop triste, parce que la 4e de couve l'avait un peu refroidi. Je sais pas si... Oui. Moi, j'aurais mis une fin différente. J'aurais mis une fin différente. Mais c'est pas hyper triste. En fait, quand on anime des fresques du climat, il y a des gens qui nous disent « Ouais, mais c'est un peu terrible le constat que vous faites, faut faire de l'optimisme, machin et tout. » On veut bien, mais quand on fait une fresque du climat, on montre la réalité du climat. Enfin, voilà, on peut pas dire... C'est montrer la réalité des choses, voilà. Voilà. Marion, tout peut s'effondrer, effectivement, ouais. Je voulais juste répondre sur l'histoire du bateau. J'ai répondu sur le chat. Le bateau qui vient avec ses légumes est un bateau électrique alimenté par panneaux solaires. Donc les panneaux solaires, bien sûr, il y a un impact environnemental à la création, mais voilà, c'est pas du bateau à pétrole. C'est vraiment d'avoir quelque chose de moins impactant possible. Et dans le commentaire, ça parlait aussi du rail, et ça m'a fait penser à quelque chose que j'ai découvert en me promenant dans la petite ceinture de Paris. Donc il y a des rails, et je me promenais là et je voyais plein de légumes. Voilà, il y avait vraiment une culture des courgettes. Je me suis dit, tiens, je pourrais les ramasser. Enfin, je comprenais pas. Et j'arrive à un endroit, c'était une petite ferme, donc c'est la ferme du Rail, dans le 19e arrondissement, au fin fond du 19e. Ceux qui habitent dans le coin ou qui veulent y passer, c'est un endroit très sympa. Donc ils cultivent le long des rails,
et ils revendent ou ils utilisent il y a un petit restaurant, je pense qu'ils font ça. Donc, un lieu très sympathique et qui utilise l'espace. Ouais, tous ceux qui aiment l'histoire enfin, il n'y a pas si longtemps, en fait, nos fleuves et nos trains déjà transportaient beaucoup plus de marchandises parce que on avait des trains de nuit et tout ça. Et ensuite, dans la Loire, je pense, il y avait des bateaux à front plat qui traversaient en permanence avec des victuailles, des produits du marché et tout ça. Et donc ça, c'est tout un circuit parallèle de mobilité qu'on a oublié ou qu'on a laissé tomber. Ou pour moi, il faut réfléchir à remettre le fleuve, ou, comme tu dis, au sens du village ou même des marchés locaux, quoi. Et effectivement, il y a de plus en plus de producteurs qui proposent d'aller cueillir avec eux les fruits et légumes. Moi, j'adore ça. C'est plus sympa d'y aller, d'aller dans la ferme elle-même, quoi. Se gaver de fraises en même temps qu'on les achète. Ouais, c'est des bons souvenirs d'enfance aussi. C'est vieux ce genre de concept finalement. C'est ça, exactement. Généralement, quand on fait les fraises du climat, on demande aux participants de nous citer un bon souvenir de leur week-end ou de leurs vacances ou récent, enfin bref. Et à chaque fois, ça va être des choses comme ça qui n'émettent pas de CO2 et qui font super plaisir. Donc ça, c'est sûr que manger les fraises de direct à même la terre avec les dents, c'est un truc top. On parle beaucoup j'ai vu dans les échanges des moyens de transport, mais en fait c'est un peu c'est un peu une fausse quelque chose de faux qu'on a en tête. C'est pareil, je vous donnerai un schéma parce que là, quand on voyait la viande, vous savez, le mouton et tout, il y a le même schéma en regardant quel est l'impact de chaque partie de la production. Et en fait, la partie transport, à chaque fois on se dit on va manger des trucs de l'autre bout du monde et c'est pas ça. En fait, la partie transport a moins d'impact que la partie de saison. Quand on dit il faut manger local, bio, de saison, en fait, il faudrait mettre en premier le de saison. Parce que quand on fait les calculs, alors ça paraît un peu vexant, hein, mais entre une tomate des serres de Nantes, je ne sais pas s'il y a des Nantais, oui, il me semble Florian est Nantais, s'il y a des Nantais sur le chat, mais en gros en plein hiver, eh bien généralement ces serres sont chauffées avec du gaz et donc du coup elles sont beaucoup plus émettrices de CO2 que les bananes, surtout les bananes toutes seules là qui vont rester abandonnées, donc que les bananes qui peuvent venir de beaucoup plus loin. Donc ça c'est voilà, on a pris peut-être ce mauvais pli de se dire si ça vient de loin ça va pas, mais en fait c'est la partie vraiment farming, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on va utiliser comme énergie, donc notamment pour les fruits et les légumes, tout ce qui est serre. Et puis évidemment sur la partie viande, c'est le gros paquet, c'est la transformation des sols, hein, donc la déforestation. Quand on déforeste, on va émettre du CO2 parce que la forêt, on la coupe pas généralement pour fabriquer des meubles ou des feuilles de papier. On va directement la brûler, donc directement des émissions de gaz à effet de serre. Et ensuite, on va faire pousser du soja et du maïs pour nourrir ces animaux. Le deuxième chose aussi, quand on parle d'émissions de gaz à effet de serre, il y a le CO2, mais il y a tout ce qui est effectivement, peut-être on n'a pas insisté pour expliquer pourquoi la viande a un si gros impact, c'est aussi la partie émission de méthane et le protoxyde d'azote pour les engrais. Donc voilà, le méthane est produit par les bovins, donc c'est des transformations anaérobies. Hein, les bovins arrivent à synthétiser l'herbe qu'ils mangent, et donc pour ça, ils n'utilisent pas. Ils ont 4 estomacs, et donc ils n'utilisent pas d'air, donc ça fait une transformation sans air, anaérobie. Qu'on a aussi dans les rizières, que le riz il pousse sous l'eau, donc ça, il fait aussi du méthane, qu'on peut aussi avoir dans un compost qui est mal aéré. Si jamais il n'y a pas assez de vers de terre, vous pouvez aussi faire du compost, donc faire du méthane. Et le méthane a un pouvoir réchauffant qui est de l'ordre de 30 fois plus que le CO2, donc ça fait aussi beaucoup d'émissions de gaz à effet de serre. C'est pour ça qu'il y avait un gros paquet sur la partie viande. Si vous cherchez un ruminant qui paraît-il n'émet pas de méthane, c'est le kangourou. On n'habite peut-être pas en Espagne.
Ok. Alors, on a Florian qui nous dit qu'effectivement, il y a beaucoup de serres nantaises chauffées. Donc, Florian Le Breton. Et je crois qu'il y a aussi, j'ai lu un livre là-dessus, des algues vertes très dangereuses sur les plages qui sont issues des résidus des fermes industrielles porcines. Et Ouais, c'est tout à vraiment... fait. Alors là, c'est quand il y a trop d'engrais, en fait, trop de nutriments, donc trop de nitrates. Du coup, merci d'aborder ce point-là parce que c'est vrai qu'on parlait, quand on parle RSE, on parle souvent CO2 puisqu'on a pris des engagements, comme vous savez, Orange, sur la net zéro initiative. Et donc, les accords de Paris, c'est sur la partie CO2. Ça, c'est tout ce qui est lié au changement climatique. Mais il y a plusieurs autres limites planétaires. La biodiversité en est une. La couche d'ozone en est une autre. Et vous avez aussi tout ce qui est acidification, mais aussi la partie qu'on appelle eutrophisation. Donc, c'est ce que tu dis, Thomas, ça va être les algues vertes qu'il peut y avoir. Donc, l'eutrophisation, c'est quand il y a trop de nutriments et donc il va y avoir certaines plantes qui en profitent et d'autres animaux qui vont pas du tout pouvoir avoir autant d'oxygène et donc vivre comme ils le faisaient avant. Et donc, c'est ces algues vertes qu'on a dans la mer, mais aussi dans les rivières. Il peut y avoir de l'eutrophisation au niveau des sols aussi. Donc, c'est aussi un axe complètement différent du changement climatique, mais qui est aussi un des problèmes environnementaux, en fait. En agriculture, il y a énormément d'activités autour du carbone, en tout cas autour de la HV, haute valeur environnementale. C'est très complémentaire au bio. Et c'est d'ailleurs beaucoup plus respectueux de l'eau que le bio l'est aujourd'hui dans les cahiers des charges. Mais c'est pas du bio, mais c'est quand même des tendances de protection sur la protection de l'environnement. Et il y a une alliance qui vient de se créer d'une une bonne dizaine de sociétés, qui est le Climate Agriculture Alliance, en bon français. Mais qui défendent en tout cas cette démarche, et ce sont toutes des sociétés qui adressent le monde agricole pour les accompagner, justement pour enfouir le carbone de façon beaucoup plus durable, que ce soit sur toutes les initiatives, la liste est longue, que ce soit sur l'alimentation animale, que ce soit sur planter des haies, de toutes sortes de choses. Donc, je vous invite à regarder ce qui vous intéresse. Ouais. Et il y a aussi un autre aspect qui a été communiqué au moment du Salon de l'Agriculture, qui était en mars cette année, en début d'année. Il y a une feuille de route qui a été publiée par le ministère de l'Agriculture sur justement le numérique. L'impact du numérique pour le monde agricole, pour les accompagner dans leur transformation. Donc, si ça vous intéresse aussi, regardez. Merci Mathias. Je pense que notre public est assez intéressé par toutes ces questions-là et au centre. C'est bientôt la fin de notre webinaire RSE. Il reste 2 minutes, donc je vais donner un petit mot de la fin à chacun de nos invités pour conclure cette édition. Alors, la RSE ne s'arrête pas pendant l'été, mais on va partir en vacances déconnectées avec l'équipe Emmanuel et tout ça. Donc, on vous reproposera un cycle de webinaires RSE à la rentrée. Et j'ai regardé un peu le programme. On sera obligé d'en faire 2 par mois, tellement on a de demandes et de thèmes à traiter sur la RSE, justement, Emmanuel. Et puis, vous répondez fidèlement et vous êtes toujours bienveillant. Donc, c'est un vrai plaisir. Donc, peut-être un mot de la fin pour notre public, Marion, pour ton premier webinaire. Écoute, justement, j'allais faire un petit message à Emmanuel. Merci de m'avoir invité. Et moi, je reviens pour les mobilités et tu sais de quoi je parlerai. D'accord. Mathias ? Oui, c'est une première aussi pour moi et ravi d'avoir participé à ce webinaire. Quand vous voulez, pour parler agriculture. Oui, et puis ton étudiante ParisTech peut venir aussi, enfin elle est bienvenue. Voilà, on accepte des alternants, des jeunes, des experts. Enfin voilà, la porte est ouverte à tout le monde. Emmanuel, tu reviendras? Enfin, t'as pas le choix. Ouais, je reviendrai. Je prends le point de toutes vos suggestions là pour faire des cours d'Orange Learning Permaculture. Allez, je me le mets comme challenge perso.
Donc voilà. Et puis c'est vrai que si vous faites des petits gestes simples, d'acheter beaucoup plus de fruits et légumes et au marché, vous avez 0 emballage en plus, vous faites vivre l'économie locale et puis vous faites des rencontres sympas, quoi. Voilà. Donc ça peut être tout simple. Merci et bel été, bonnes vacances déconnectées et à très bientôt. Et puis, on va apprendre la permaculture, donc on compte sur toi, Emmanuel. Et le marché à vélo, on fait déjà, Bénédicte. J'ai du mal à voir Emmanuel être toujours sur son vélo. Voilà. Et bonne journée, à bientôt. Au revoir. À bientôt. Merci.